La phase actuelle du conflit entre l'Iran et les États-Unis, nous avons eu des négociations entre les deux parties avec des discours de nature différente qui en sont ressortis. Un camp semble positif, l'autre négatif. Axios a rapporté que Steve Whitcomb ainsi que Kushner sont quelque peu déçus de la tournure des événements, tandis que le ministre des Affaires étrangères d'Oman affirme qu'il y a eu d'énormes progrès. Je ne sais pas vraiment sur quoi nous pouvons nous appuyer pour comprendre ce qui s'est passé, mais je pense que ce qui est réel, c'est ce qui se déroule sur le terrain, dans la région, en Asie occidentale. Que fait Donald Trump en Asie occidentale? Quels signes voyez-vous actuellement, compte tenu du renforcement militaire dans cette zone? Ex-Sibilis. On est de retour? Ouais, tu es de retour. Tu es de retour, Andrei. D'accord. Donc elle a fait ce super passage dans sa vidéo où elle parle du fait que Trump garde un téléphone à côté de lui et que ses donateurs de l'AIPAC et israéliens l'appellent sans arrêt en lui disant « Fais-le ». Il leur répond « Oui, oui, je vais le faire. Envoyez juste la force ». Et ils le font chanter, évidemment, parce qu'ils le tiennent en laisse en permanence. Et encore une fois, il y a les dossiers Epstein et toutes sortes de choses de ce genre. Donc il ne veut pas attaquer l'Iran, même s'il déteste clairement l'Iran. Je veux dire, il déteste le régime, il déteste peu importe quoi. Mais il n'est pas très calé en relations internationales, pour le dire gentiment. Et il est constamment victime de chantage de la part d'Israël et des partisans d'Israël aux États-Unis. Mais quand vous avez le général Kane, le président des chefs d'état-major interarmés, qui lui dit qu'il n'y a aucune garantie de succès, nous savons qu'il n'y a pas assez de force en réalité. Il n'y a pas la force nécessaire. Il faut en avoir plus, 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 plus. Et quand The Times of Israel affirme que les États-Unis peuvent probablement soutenir les opérations pendant, disons, une semaine, après quoi ils seront à court de munitions, eh bien, que puis-je dire? Je veux dire, ils ont probablement raison. De toute évidence, Israël panique. Mais les États-Unis, aujourd'hui, je ne me souviens plus de qui cela vient, tout en haut, on dit que c'est bien si Israël attaque en premier. Donc nous verrons bien. Qu'est-ce que tu veux dire, Andrei? Comment ça pourrait-il changer toute la réalité de la guerre si cela arrivait? Parce qu'une attaque d'Israël ne change pas grand-chose. Non, rien. Je veux dire, Israël est un poids-plume sur le plan militaire. Ils ne peuvent vraiment pas faire grand-chose, tu sais, mais ils font semblant d'être puissants. Ils ne le sont pas. Et le point ici, c'est que lorsque le chef d'état-major interarmé, eh bien, on peut dire ce qu'on veut du niveau de la planification opérationnelle américaine, qui n'est pas bonne, pas de premier ordre, pour le dire gentiment, mais quand il s'exprime et que nous avons ces déclarations officielles dans la presse et que nous savons qu'il s'agit des médias traditionnels, même les médias traditionnels en parlent, et qu'il dit qu'il n'y a aucune garantie, je traduirais cela en langage humain normal. Il a probablement dit quelque chose de bien plus strict et tu sais, de plus dur à M. Trump, du genre « on va s'en sortir passablement amoché », tu vois. Et Trump ne peut pas se permettre que les États-Unis subissent la moindre perte. Les États-Unis sont extrêmement sensibles à toute perte humaine. Quiconque prétend le contraire, oui, c'est ainsi depuis toujours dans l'histoire des États-Unis. Et le pays reste encore sous l'influence, pour ainsi dire, notamment son armée de la guerre du Vietnam. En gros, si l'on compare à l'échelle d'autres guerres, comme des opérations militaires spéciales, ils ont perdu 56 000 soldats tués au combat. Ce n'est rien comparé à ce que l'Ukraine perd en moins d'un mois. Et ils l'ont eux-mêmes reconnu, quand on lit des articles publiés, rien de moins que dans Parameters du US Army War College, par des membres du Training and Doctrine Command, des officiers américains de carrière qui écrivent ces analyses.
cadre American officers who write that if we fight something like this, Si nous menions un combat de ce genre, une opération militaire spéciale par exemple, nos pertes atteindraient l'ampleur de la guerre du Vietnam en moins d'un mois. Voilà. Cela terrifie l'armée américaine, et évidemment Trump aussi. Si, Dieu nous en garde, un premier coup frappait un navire de la marine américaine, ou, pire encore, si des soldats américains mouraient, on verrait soudain revenir des cercueils recouverts de la bannière étoilée. Ce serait la fin de l'administration Trump, et ce serait une catastrophe pour les élections de mi-mandat. L'opinion publique américaine n'est pas enthousiaste à l'idée de cette possible, non-guerre, comme toujours aux États-Unis. Dans le langage américain, la guerre signifie essentiellement lancer des armes à distance sur quelqu'un qui ne peut pas riposter. L'Iran le peut, c'est là tout le problème. Et quels que soient les jeux politiques, certaines personnes ne sont pas satisfaites de l'Iran. Elles disent que l'Iran aurait déjà dû agir, et tout cela. Je comprends. Mais le problème, c'est que Trump comprend au moins cela. Cela pourrait marquer la fin de son administration. Il pourrait en réalité être destitué si les choses tournent mal. Et la probabilité que cela se passe mal là-bas est extrêmement élevée. Cela inclut le fait que l'Iran déclare vouloir fermer le détroit d'Ormuz, ce qu'il peut faire. Et alors le golfe Persique deviendrait essentiellement une zone de mort, vous voyez. C'est donc une situation très difficile pour Trump, mais il sera probablement poussé à agir. On entend déjà ce genre de discours. Oui, une frappe limitée, quelque chose pour montrer à Israël à ses véritables maîtres. Les États-Unis n'ont pas de souveraineté dans les relations internationales. C'est en gros la plage de service d'Israël et ils exécutent ses ordres. Voilà donc la situation. L'Iran comprend-il cela? Je suis presque sûr que oui. Quoi qu'on puisse dire, ils commettent des erreurs, ou ils font ou ne font pas certaines choses. Cela reste à débattre. Nous ne connaissons pas vraiment les mécanismes. Nous savons que l'Iran parle depuis une position de force. Ça, nous le savons. Mais ce qui se passe à huis clos, je n'en ai aucune idée. Nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses ici. Parce que du côté iranien, quoi qu'ils disent dans les médias persans, je suis cela, ils affirment qu'il n'existe pas de guerre limitée. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Si c'est la guerre, c'est la guerre. Comment peut-on l'appeler limitée? Exactement. Utiliser une frappe, l'Iran, et c'est tout. Je veux dire, ils perçoivent cela comme une menace pour la sécurité nationale et pour l'existence même de l'État iranien. Et Israël le comprend immédiatement, parce que tout le monde sait que tout cela est motivé par l'AIPAC, cette bande de fanatiques sionistes chrétiens. Appelons-les des sionistes, il n'y a rien de chrétien chez eux. Et évidemment, par Bibi Netanyahou, et vous savez, ceux qui contrôlent Trump, essentiellement, vous savez, au Congrès. Donc, comme je l'ai déjà dit, les États-Unis n'ont plus vraiment de Congrès. C'est la Knesset 2.0, avec seulement quelques sénateurs ou membres du Congrès qui ont réellement le courage de s'opposer à Israël. Ils sont très rares. C'est tragique. C'est une tragédie américaine. Mais les États-Unis se sont eux-mêmes conduits dans cette situation, surtout avec Trump, qui est le président le plus sioniste de l'histoire des États-Unis. Ce type sert littéralement Israël, tout simplement. André, voici ce que Tucker Carlson a dit à propos du conflit avec l'Iran. Il sait que la seule raison pour laquelle nous menons cette guerre, c'est parce qu'Israël la veut. Ils pensent que c'est leur dernière chance. Cette présidence est la dernière où ils bénéficieront d'un soutien bipartisan sans équivoque. Point final. On ne peut pas éliminer chaque Thomas Massie lors des primaires. Et une véritable armée de gens comme lui finira par arriver, car tout le monde voit ce qui se passe. On peut fermer X, on peut couper Internet, on peut faire comme la Grande-Bretagne et arrêter les personnes qui protestent contre Israël.
Mais les mentalités ne reviendront pas à ce qu'elles étaient il y a 5 ans. Désolé. Et ils le savent. C'est donc leur dernière chance. Ce qui est incroyable, c'est qu'Israël, qui agit du moins selon ce qu'il perçoit comme son propre intérêt national, est rejoint bien sûr par ses relais aux États-Unis. Mais en réalité, son seul autre allié dans cette affaire, c'est les médias américains, dont le rôle est de vous dire la vérité et de vous informer sur ce qui se passe, de dire « Hey, réveillez-vous, le monde pourrait être en train de changer et cela va avoir un impact sur vous et votre famille. » C'est leur travail. Et pourtant, au lieu de cela, ils vous endorment avec la même série de mensonges transparents et de propagande. Oui, je pense que son argument est que les médias, étant le seul allié d'Israël en ce moment précis, poussent d'une certaine manière les États-Unis vers une nouvelle catastrophe, une autre guerre sans fin. Les médias américains, les médias traditionnels américains, sont une bande de prostituées, littéralement. Je veux dire, ils se vendent, ils vendraient leur propre famille, ils n'ont aucun honneur. Ce sont tous soit des créatures de l'AIPAC, soit, vous savez, issus de la communauté juive, surtout les baby-boomers qui sont des partisans fanatiques d'Israël. Donc ils n'ont aucun honneur, aucune humanité en eux. Ces gens sont méprisables. Et j'ai dit à plusieurs reprises que, surtout les anglo-saxons, mais aussi les médias européens traditionnels, comme on les appelle, sont des criminels de guerre. Ce sont des propagandistes à la Gibson. Beaucoup d'entre eux devraient être derrière les barreaux pour les crimes de guerre auxquels ils ont contribué, surtout quand on regarde Israël. Et aussi l'Ukraine et tous les autres endroits, ce sont des créatures méprisables. Hunter Thompson les a très bien décrites dans Las Vegas Parano. Tu sais, quand il a essentiellement saisi ce que sont vraiment la presse ou les médias. Et donc, je ne vais pas utiliser ce terme, mais tu peux le chercher. C'est ce qu'ils sont. Ce sont les promoteurs de cet agenda méprisable, biologique, de politique étrangère, culturelle, sociale, qui relève essentiellement de la folie pure. Et peu importe si tu regardes CNN, qui est le générateur de fausses nouvelles, ou Fox News, eux aussi sont une bande de type pro-israélien qui, eh bien oui, appartiennent à des gens dont la loyauté va à Israël. Point final. Encore une fois, quand on regarde des organisations comme Christians United for Israel ou l'AIPAC et Hollywood, ils couvrent les pédophiles, les réseaux pédophiles. Beaucoup d'entre eux sont probablement eux-mêmes des pédophiles. On a donc affaire, en quelque sorte, à une secte satanique, en somme. Et Tucker a raison de dire que les Américains, des gens normaux, ordinaires, beaucoup d'entre eux ont compris le message. C'est pourquoi plus de 70% sont contre cette guerre aux États-Unis. Et Trump ne peut pas non plus ignorer la situation. Mais Tucker affirme à juste titre que Trump a probablement été le dernier président pro-israélien. Et encore une fois, avec Trump, on a un homme qui sert les intérêts d'Israël. Il ne sert pas les intérêts des États-Unis. Toute cette rhétorique stupide, toute cette hyperbole, grandiose, brillante, tu sais, il gagne tellement. Et pourtant, nous avons une situation où le pays est littéralement au bord du gouffre. Même quand il fait les bonnes choses, comme essayer d'expulser et d'arrêter ces clandestins, dont beaucoup sont impliqués dans des activités criminelles. Surtout quand on regarde le Minnesota, avec les cinglés au pouvoir là-bas. Mais même ça, il n'arrive pas à le faire correctement. Il n'arrive à rien faire correctement. Et en conséquence, la seule chose qui lui reste, c'est sa rhétorique. Il s'est révélé complètement impuissant. Et son administration est encore une fois un chaos total, rempli de fans qui restent autour de lui juste pour le sentiment de pouvoir et tout ce qui va avec. Mais bien sûr, il sait aussi qu'il est victime de chantage.
C'est à peu près un fait connu qu'on lui a probablement dit que la prochaine série de dossiers Epstein sortirait s'il ne se pliait pas. Et étant donné que tout le monde comprend qu'Epstein était essentiellement un agent du Mossad, on sait bien que les États-Unis ne sont plus vraiment dirigés par leur propre législature. La Constitution ne fonctionne plus. C'est un pays humilié quotidiennement par Israël. Et à Washington, D.C., ils l'acceptent parce qu'ils n'ont aucun honneur. Ce sont des lâches. Et voilà où nous en sommes. Oui. André, pour la première fois, les États-Unis ont envoyé des F-22 en Israël. Ils affirment que c'est la première fois que ces avions se rendent en Israël et qu'ils n'y ont encore jamais été utilisés. Quelle est l'importance du F-22 et en quoi diffère-t-il des autres avions de chasse déjà envoyés dans la région? Je veux dire, c'est en fait, franchement, un avion obsolète. Cette génération, qui a volé pour la première fois dans les années 2000, est essentiellement dépassée. Oui, il dispose d'une poussée vectorielle, mais uniquement sur le plan vertical, au bas. C'est tout ce qu'il a. Il ne possède pas DRST, système de recherche et de poursuite infrarouge sur ses premières versions, ce qui est pourtant crucial dans la guerre interarmes moderne. Et de toute évidence, il n'est pas centré sur le réseau, à moins qu'il n'ait essayé de le modifier d'une manière ou d'une autre. Donc, en termes de capteurs et d'électronique, il est loin du F-35. Mais encore une fois, le F-35 vole à peine, tu vois? Alors, quand on y regarde de plus près, oui, ils envoient tous ces trucs furtifs là-bas, mais au fond, ça ne change pas grand-chose. Et c'est l'autre point qu'il faut bien sûr énoncer très clairement. Trump est également confronté à une situation où, Dieu nous en garde, si cela devait commencer et que les Iraniens abattaient un appareil de grande valeur comme un F-22 ou un F-35, puis exhibaient un pilote devant les caméras, ce serait une catastrophe pour Trump, d'accord? Mais encore une fois, le seuil de tolérance à la douleur des Américains est extrêmement bas. Il y a beaucoup de rhétorique belliqueuse venant de tous ces agents compromis à Washington, D.C. Mais en réalité, il n'en faut pas beaucoup. Si l'on considère l'état actuel des États-Unis, et après ce que le public américain a traversé, évidemment, la situation après le 11 septembre, ce n'était rien d'autre que la vente, en somme, de la poudre de perlimpinpine de l'Irak, soi-disant liée au terrorisme et tout le reste. Et nous regardons une nation qui, en un sens, fait actuellement une sorte de crise de nerfs. Il faut le comprendre correctement. On pourrait dire qu'à ce stade, les médias alternatifs ont battu Trump. Les médias traditionnels, beaucoup de gens, je veux dire, surtout les baby boomers, sont des idiots. Pas tous. Mais vous savez, ils lisent encore toutes ces choses, continuent de regarder ces chaînes idiotes comme CNN ou ABC, et ainsi de suite. Mais les jeunes sont déjà différents. Et les gens de, disons, la fin de la génération des baby boomers, comme moi et d'autres, cherchent ailleurs leurs informations. Ils cherchent ailleurs l'éclairage, si vous voulez. Et les choses changent de manière spectaculaire. André, l'une des raisons, selon vous, pour lesquelles le général Kane a déclaré que la guerre pourrait s'éterniser, est que c'est la première fois, si je ne me trompe pas, que les États-Unis sont confrontés à un pays capable, grâce à son système de défense aérienne, d'abattre des avions de chasse. Cela pourrait représenter un immense défi pour l'US Air Force. Dans quelle mesure sont-ils préparés et comment perçoivent-ils leur propre armée en ce moment précis? En sont-ils capables? Parce que vous savez, il faut prendre en compte la situation actuelle de l'armée américaine. Comment se voient-ils? Ont-ils confiance en leurs décisions si les États-Unis décident d'attaquer l'Iran? Non. Les États-Unis sont absolument incapables de mener une opération interarmes de grande envergure sur le continent. Point final. Ils n'en ont tout simplement pas les moyens.
à moins que les États-Unis ne passent en mode de mobilisation totale, ce qui provoquerait une révolution ici, comme vous pouvez l'imaginer. Et ils n'ont pas la capacité industrielle pour soutenir une telle entreprise. Donc, en gros, on arrive à la ligne de front, appelons-la ainsi, dans la zone avec l'Iran. Et là-bas, ils ne sont pas idiots. Vous savez, dans les départements de planification opérationnelle, il y a beaucoup de gens compétents dans ces services aux États-Unis, surtout après qu'ils ont tiré quelques leçons de l'opération militaire spéciale. Et ils commencent à faire leur compte. Qu'est-ce qu'on a? Environ 3000 installations, bloc 5, bloc 4. D'accord, vous allez en manquer très vite. Ce qu'il reste, il faut faire entrer vos avions. Oui, ils ont quelques JASM, mais il faut les faire pénétrer dans l'espace aérien iranien. Et encore une fois, nous parlons de la guerre aérienne. Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas que tant qu'il n'y a pas de troupes au sol et que la zone n'est pas sécurisée, tout cela, c'est, vous savez, du jeu d'enfant. Il faut exposer son armée au danger. Les États-Unis n'ont pas la capacité de soutenir une telle opération. Point final. Ce n'est pas moi qui le dis. Je cite ce qui est implicite et dans certains cas explicitement affirmé par des personnes issues du commandement de la formation et de la doctrine. Les États-Unis ne peuvent pas supporter un tel niveau de perte. Point final. Donc, ils peuvent envoyer une sorte de force spéciale, l'équipe SEAL, SEAX ou peu importe. D'accord, oui, ils peuvent tuer quelques généraux ou quelque chose comme ça, vous voyez. Mais le problème, c'est qu'on ne peut rien faire à moins d'avoir des troupes au sol et de mener réellement des opérations interarmes. Ou, comme ils aiment tant l'appeler, oh là là, pour une raison quelconque, l'armée américaine pense qu'elle est une experte absolue des opérations conjointes. Ce n'est pas le cas. Absolument pas. Et maintenant, nous nous retrouvons essentiellement dans cette situation avec évidemment le porte-avions Gerald Ford et nous avons des problèmes avec on ne sait quoi. Nous ne savons pas. Les États-Unis sont presque, oui, très israéliens dans leur manière de se projeter. C'est comme une attitude constante de fanfaronnade. Nous sommes les meilleurs, et pourtant, ils ne parviennent pas à gagner les guerres. Et c'est bien là le problème. Alors, que peuvent-ils faire? Ils peuvent y aller et lancer tout ce qu'ils ont contre un pays gigantesque de presque 1,7 million de kilomètres carrés, avec une population de 92 millions d'habitants. Mais je vais vous donner un exemple. Vers le 60e jour de bombardement, à peu près, lors du viol collectif de la Yougoslavie par l'ensemble de l'OTAN, les États-Unis avaient presque épuisé leurs missiles Tomahawk. Et la Serbie est un pays de 6,2 millions d'habitants et de 88 000 kilomètres carrés. Voilà. Débrouillez-vous pour comprendre ce qui va se passer. Ils regardent ce vaste pays qui, comme vous l'avez justement dit et comme nous le disons toujours, va riposter. Il va riposter. Et s'ils pensent qu'ils peuvent, vous savez, rester en Jordanie, protégés par des patriotes, et se croire en sécurité, oui, mauvaise nouvelle pour eux à ce sujet. L'Iran en a aussi les moyens, et nous ne savons même pas ce qu'il possède aujourd'hui. De toute évidence, l'Iran est capable, comme cela a été prouvé la dernière fois contre Israël, de tirs combinés, drones, missiles de croisière, missiles balistiques, ce genre de choses. Depuis, ils en ont probablement construit davantage. Donc je pense qu'ils sont prêts, nous verrons bien.